Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de ces journaux, les consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale prennent fin ce mardi. C'est ce qu'a annoncé lundi dans la soirée la cellule de communication du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Élément à suivre en tout début de cette session d'information. La République démocratique du Congo a suspendu tous ses contrats de lobbying passés avec des cabinets américains. C'est une décision qui intervient quelques jours après la visite à Kinshasa du conseiller principal pour l'Afrique du président américain. C'est désormais une guerre économique ouverte entre les USA et le reste du monde après l'imposition de nouveaux tarifs douaniers par le président américain Donald Trump. La Chine, elle, menace déjà de combattre ses droits jusqu'au bout. Élément des fonds de Crispin Chibinkoufoua à suivre à la fin de ces journaux. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Tout est bien qui finit bien. Les consultations politiques menées en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale prennent fin ce mardi. C'est ce qu'a annoncé lundi dans la soirée la cellule des communications du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Casimir Eberand Kolongele. Ces rencontres visaient à unir la majorité, l'opposition, la société civile et les indépendants face à la crise sécuritaire au pays. La cellule de communication des consultations politiques initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kolongele Eberand, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. Toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celles de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations de structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele Eberand, la coordination de la communication et des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période de dites consultations. Je l'ai également annoncé au sommaire. En bref, la République démocratique du Congo a suspendu tous ses contrats de lobbying passés avec des cabinets américains. Le pays l'a fait savoir dans un communiqué officiel publié sur le compte X de la porte-parole du gouvernement de l'État, du chef de l'État plutôt, Tina Salamon. Cette décision intervient quelques jours après la visite à Kinshasa de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. C'est une journée sans repos pour le couple présidentiel. Le chef de l'État, accompagné de la première dame, s'est rendu hier lundi au stade Tata Raphaël où sont hébergées les victimes des récentes pluies diluviennes. Félix Tshisekedi et son épouse ont eu des mots forts pour réconforter ces dernières. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au centre de santé de référence Vijana à Lingwala. Mais bien avant cette descente, le même lundi, le président de la République a donné le coup d'envoi des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis.
Ils viennent pour la plupart des quartiers des Bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de Lincélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Merci. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala. Inondation à Kinshasa, oui, on en parle encore. Un briefing presse s'est tenu hier lundi à Kinshasa, rencontre au cours de laquelle le ministre de la Communication, celui des ressources hydrauliques, des infrastructures ainsi que de la santé publique sont revenus sur la situation. Chacun dans son domaine a fait le point de la catastrophe. Le récentes pluies torrentielles à Kinshasa ont causé des dégâts significatifs. Lors d'un briefing de presse tenu par le ministre à la Communication immédiat, 3 membres du gouvernement ont pris la parole, dont le ministre à la Santé Roger Kamba, le ministre des Infrastructures Alexis Guissaro, ainsi que le ministre des Ressources hydrauliques Teddy Luamba. Les intervenants ont dressé un état de lieu de la situation et proposé des mesures d'urgence pour faire face à cette catastrophe. Dans le secteur de la santé, le ministre Roger Kamba a annoncé que les inondations ayant frappé la capitale ont causé la mort de 30 personnes. Par ailleurs, 10 100 sinistrés ont été recensés et sont actuellement pris en charge dans des sites d'accueil, dont les stades de Martyrs et les stades Tata Raphaël. De son côté, Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, a déclaré que les interventions se feront progressivement en fonction de l'évaluation de la situation. Il a précisé que le pluie torrentiel exceptionnel a provoqué d'importants dégâts sur la route nationale numéro 1, notamment sur l'axe Kinshasa-Matadi, au niveau de Matadi-Kibala-Mitendi et en direction de Kassongolo. Des travaux sont déjà en cours pour rétablir la circulation. Le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, a quant à lui annoncé l'envoi des camions-citernes dans les communes sinistrées afin de fournir de l'eau potable aux habitants en attendant la réparation des infrastructures. Cette mesure est rendue nécessaire par les dommages subis par les usines de la Régie des eaux, notamment à la suite de la crue de la rivière d'Enchili. 3 des 7 sites de production, dont celui d'Enchili, ont été endommagés, entraînant une interruption de l'approvisionnement en eau. Le rétablissement est prévu dans un délai de 48 à 72 heures, bien que la situation reste critique. En outre, le ministre a évoqué les conséquences sur les réseaux électriques. Au total, 159 cabines de la Société nationale d'électricité SNEL ont été affectées par les inondations. La majorité a déjà été remise en service, mais 38 cabines restent encore hors service. Cette situation dramatique met en lumière l'urgence de mettre en place de mesures concrètes pour protéger les populations et accélérer les efforts de rétablissement. On va changer de chapitre à présent, en quête affrénée des solutions durables à la crise sécuritaire que traverse le pays. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita était lundi à Uvira, dans la province du Sud Kivu, pour une visite de réconfort aux unités des FARDC et aux compatriotes de Wazalendo. Dikans Kabouya nous en dit plus. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale s'est dirigé au rond-point Kanvivira où il s'est adressé à la population au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de la première ministre Judith Sominois, transmettant un mot d'encouragement à cette population pour leur marque de soutien aux forces armées congolaises. Devant la population réunie au rond-point Kanvivira, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a, au nom du gouvernement, exprimé sa solidarité aux victimes des barbaries, mais également encourager les vaillants Wazalendo.
Les patrons de la défense s'est également dirigé à l'état-major du secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu, pour accueillir les doléances et suggestions en vue de la bonne conduite des opérations en cours. À cet ordre d'idée, un nouveau commandant de la 33e région a été nommé pour l'encadrement des troupes sur terrain, ainsi que les retours du commandant secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu, pour la bonne coordination des opérations. Gukabombo Madianvita s'est par la suite dirigé à la mairie d'Uvira où il a échangé avec toutes les forces vives de la société civile. Ce même ministre est signalé à Kananga, dans la province du Kasaï central. Gukabombo Madianvita est accompagné d'une forte délégation, notamment les parlementaires et les patrons de l'espace 50 Jean-Marie Kassamba. Les buts de ces déplacements dans cet élément réalisé par Jacob Nsimbi. Nous sommes ici à Kananga, dans la province du Kasaï central. Téléspectateurs de Télé 50, votre chaîne de prédilection, c'est le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, Gukabombo Madianvita, dans le trinôme FEC. Entendez la formation, l'équipement et le casernement des forces armées. Ici, il est dans la filière formation. À Kananga, Gukabombo Madianvita a voulu avoir plusieurs autres témoins. C'est pourquoi dans cette grande délégation, vous allez remarquer la présence des parlementaires. J'ai dit là-bas, les députés nationaux élus de cette province et les autres d'ailleurs, tant qu'élus nationaux, ils accompagnent les vice-premiers ministres et ministres à la Défense nationale et des anciens combattants, Gukabombo Madianvita. Il a divorcé depuis un certain temps d'avec son bureau climatisé. Il a voulu aller de bout en bout en République démocratique du Congo parce que le Congo a besoin de redorer les blasons ternis. Le Congo a été humilié dans sa partie est. Voilà la présence de la force du mal. Voilà que maintenant, Gukabombo Madianvita a tapé du poing sur la table. Il a besoin que tous ceux-là qui sont formés puissent déjà entrer en danse. Sa présence ici, dans le Kasaï central, précisément à Kananga, il s'agit bien de la formation. Il y a plusieurs autres officiers qui arrivent en fin formation. Ici, Téné, 2 promotions arrivent à la fin de leur formation au niveau de l'Académie militaire de Kananga. Il s'agit bien de la 36e session ordinaire et la 19e session spéciale. Plusieurs autres militaires sont en train de terminer dans différents centres d'instruction en République démocratique du Congo. Mais Jean-Marie Kassamba, comme étant un notable du Grand Kasaï, il est dans cette forte délégation. D'abord, comme étant stratège, et en plus, comme étant celui-là qui a l'idée fixe de sa province pour éclairer les lanternes de la délégation pour éviter les tâtonnements. En matière stratégique, en matière de communication, nous vous avons vu au milieu de ces parlementaires. Nous avons besoin, et la curiosité de Télé 50 est celle de savoir quel est le socle de la mission de Kananga aujourd'hui. Bon, d'abord, en tant que stratège de l'école supérieure, ces collèges qui forment les stratèges en sécurité défense, mais aussi en tant que patron de presse et ressortissant du Kasaï. Triple titre pour que je me retrouve ici à Kananga pour constater cette collation de grades de ces jeunes officiers formés à l'EFO qui a été renouvelée. Ces jeunes officiers vont renforcer l'armée avec de nouvelles compétences. Et c'est pour cela qu'on a fait venir des députés, des sénateurs, pour constater eux-mêmes où va l'argent de l'armée. Et pour que le jour où ça ne fonctionne pas, le jour où il y a du détournement, que eux, députés, se saisissent de cela. Sans l'intention de vous retenir longtemps, comme du Grand Kasaï, pensez-vous que depuis que l'école des officiers de Kananga, depuis son existence, vous sentez son impact ici dans les Grands Kasaï? Je pense que l'EFO a été mis en place ici comme le centre du pays pour former nos militaires. C'est une école de référence depuis très longtemps. Il y avait un moment où cette école n'avait plus ses lettres de noblesse. Au fur et à mesure, petit à petit, on a restructuré, on a renforcé, on a modernisé cette école.
Et je pense qu'il faut que ça aille un peu plus loin que ça en termes d'équipement, en termes des troupes qui seront formées ici. Et donc, on va voir ces jeunes gens, quand ils seront affectés dans nos unités, c'est que ça va donner par après. En idée fixe des objectifs assignés par le commandant suprême, chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses officiers qui arrivent aujourd'hui fin formation. Deux formations se voient aujourd'hui achever leur saison de formation, mais il y a plusieurs autres officiers qui sont en pleine formation. Ceci, c'est pour 16 heures, mais dans les grands 19 heures, je vais vous revenir avec plusieurs d'autres détails. Télé 50, Jacob Simbi et Alain Kandé, depuis le Kasaï central. Merci beaucoup à Jacob Simbi pour ces in situ. D'une actualité à une autre, après les États-Unis, la CENCO et les CC prennent la direction de l'Afrique australe, toujours dans les cadres du plaidoyer en faveur du pacte social en vue d'une cohésion nationale pour lutter contre l'insécurité dans l'Est. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo dit ne pas craindre une interférence entre les différents processus engagés et pense qu'un gouvernement d'union nationale n'est résoudra pas tout en RDC. On va l'écouter dans notre prochaine édition. Le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti politique cher à l'ancien président de la République, le sénateur Avi Joseph Kabila, célèbre ses 23 ans d'existence. À l'occasion, son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari a déclaré, je cite, « Notre résistance est politique, nous résistons contre la dictature, le dictateur, le système du dictateur ». La salle Showbuzz dans la commune de Ngaliema a refoulé du monde le lundi 7 avril. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a célébré en grande pompe son 23e anniversaire. Plusieurs représentants des partis membres du FCC ont été également invités à cette cérémonie. Dans son message de vœux, le président honoraire et président national du PPRD, Joseph Kabila, a salué l'engagement, la loyauté et le dévouement de chacune et chacun dans la lutte pour la consolidation d'un idéal commun. De son côté, le vice-président national du PPRD, le professeur Aubin Minakunjalanjoko, qui a ouvert la séance académique de haute portée politique, a souligné la portée historique de cet anniversaire dans l'évolution du PPRD. 23 ans, c'est de mariage entre le PPRD et le peuple congolais. C'est 23 ans de noces de Béryl. Et on dit le Béryl avec sa clarté, après la fidélité. On dit le Béryl avec sa clarté et sa diversité de couleurs, le bleu, le jaune, le rouge et que sais-je encore. Ensuite, plusieurs orateurs du jour ont successivement pris la parole, notamment Chikes Diemou, secrétaire général honoraire du PPRD, le professeur Augustin Mampouya, le professeur Dr Luquin Kassongo, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Enfin, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari a clôturé la série d'interventions par une communication intitulée « La résistance des partis politiques en RDC entre résistance indispensable et renoncement institué ». Un parti, c'est une organisation. Est-ce que le PPD est une organisation? Oui. Une organisation durable. Est-ce que le PPD est une organisation durable? Oui. Parce que, en ce temps ici, nous sommes en train de fêter et célébrer son 23e anniversaire. Parti porte-étendard, le PPRD a été créé le 31 mars 2002. Les fonds spéciaux de répartition de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo a tenu sa réunion du conseil d'administration hier lundi à Kinshasa. Lors de cette réunion stratégique, le PCA du Frivao a manifesté sa reconnaissance envers le ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour son implication dans les processus d'indemnisation des victimes.
Conduite par le président du conseil d'administration Bernard Kalombola en présence du coordonnateur AIF des Frivao, Chansar Bolukola Osoni, cette réunion avait pour objectif d'évaluer certaines résolutions et recommandations du conseil. Il s'agit notamment de la manière dont les fonds mis à la disposition des Frivao a été redistribués aux victimes de la guerre dite des 6 jours à Kisangani, y compris de la prise en charge des mandataires et personnels de la structure. Les PCA a par la même occasion témoigné sa reconnaissance au ministre de la Justice Constant Moutamba pour son implication dans le processus d'indemnisation des victimes de cette guerre. Je tiens ici à remercier le chef de l'État pour son implication personnelle à voir les victimes recevoir l'aide d'indemnisation avec bien sûr la diplomatie agissante. Mon remerciement va droit au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Moutamba Tungunga, qui combat les antivaleurs. Grâce à sa décision courageuse, aujourd'hui les victimes sont calmes et la joie dans leur cœur. Qu'au sortir de cette réunion du Conseil, que les esprits s'apaisent et que Frivao continue à faire son travail chacun dans les limites de ses prérogatives. Les PCA a par la suite appelé les membres du conseil d'administration à la tolérance vis-à-vis des victimes de cette guerre pour que le processus d'indemnisation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il s'est de rappeler que la clôture des travaux du conseil d'administration interviendra dans les jours qui suivent. Et pour finir dans le monde, c'est désormais une guerre économique ouverte entre les USA et le reste du monde après l'imposition des nouveaux tarifs douaniers pris par Donald Trump et jugés exorbitants. Si certains pays préfèrent entamer des discussions directes avec Washington, la Chine, elle, ne compte pas se laisser faire et dénonce un chantage qu'elle entend combattre jusqu'au bout. Conséquences immédiates, les marchés asiatiques sont passés lundi tous au rouge avant de se stabiliser ce mardi matin. Crispin Tibunkoufa signe ses récits. C'est le week-end dernier que les nouveaux tarifs douaniers américains sont entrés en vigueur, tels que décidés par Donald Trump, qui persiste et signe dans sa guerre commerciale et qui ne compte pas faire marche arrière. Il y aura seulement des accords équitables et dans certains cas, les droits des douanes seront substantiels, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche lors de cet entretien avec Benjamin Netanyahou lundi soir. Une annonce qui tout de même est venue apaiser les marchés asiatiques ce mardi matin après une longue journée du lundi cauchemardesque au cours de laquelle toutes les bourses sont passées au rouge. La nervosité règne alors que Donald Trump ne cesse de s'en prendre à l'Union européenne, évoquant un déficit de 350 milliards de dollars avec le vieux continent et qui doit disparaître rapidement. La nervosité règne alors que Trump ne cesse de s'en prendre à l'Union européenne, évoquant un déficit de 350 milliards de dollars américains avec les vieux continents qui doit disparaître rapidement. L'administration Trump menace aussi d'imposer de nouvelles taxes douanières à la Chine après sa riposte fixée à 34% et Pékin promet de ne pas céder aux pressions américaines. Et ce journal est terminé. Je vous rappelle les principaux titres. Les consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale prennent fin ce mardi. C'est ce qu'a annoncé lundi dans la soirée la cellule de communication du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. La République démocratique du Congo a suspendu tous ses contrats de lobbying passés avec des cabinets américains. C'est une décision qui intervient quelques jours après la visite à Kinshasa du conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Et c'est désormais une guerre économique ouverte entre les USA et le reste du monde après l'imposition des nouveaux tarifs douaniers par le président américain Donald Trump. La Chine, elle, menace déjà de combattre ses droits jusqu'au bout. On va passer à présent à la deuxième partie de ce journal, mesdames et messieurs. Et pour cette partie réservée à la revue des presses, j'accueille Nathan Djambouté qui me rejoint de l'autre côté. Bonjour Nathan et bienvenue. Bonjour Héritier Tombois, merci à toutes ces personnes qui nous suivent de partout.
Inondation à Kinshasa, Félix Tshisekedi sur place pour assister les sinistrés. Et effectivement, héritier Ntombo, il fallait le faire. Il fallait que le président de la République se rende au stade du 20 mai où se trouvent tous ces sinistrés et qui sont là qui sont logés justement qui ont fait face justement à ces inondations dans la capitale congolaise. On voit rapidement le journal Le Phare qui titre justement à une stade Tata Raphaël, le couple Tshisekedi face à plus de 200 familles sinistrées. En s'adressant justement à ses concitoyens congolais en Lingala, Félix Tshisekedi a fait part de sa profonde compassion et a assuré qu'il serait pris en charge par les autorités hier lundi sur les sites du 20 mai dans la commune de Kalamou. À Kinshasa, on a compté au moins 1050 personnes sinistrées suite à la dernière pluie torrentielle. Ces données précisent Radio Okapi.net sont fournis par un des gestionnaires de ces lieux de relocalisation et qui a servi dernièrement, héritier Tamba, vous vous rappelez, aux athlètes et aux délégations lors du 9e jeu de la francophonie. Forum des As, citant le ministre de Ressources hydrauliques, précise que la station de puration d'eau d'Indjili, actuellement à l'arrêt et suite à une pluie torrentielle, ne pourra être opérationnelle que dans 3 ou 4 jours. En attendant, justement, il a précisé le 14 municipalités de l'Est de la ville, province de Kinshasa, qui dépendent de cette usine, se fourniront en ces liquides essentiels grâce aux camions citernes que le gouvernement a déployés. Pour le journal La Prospérité, rien de nouveau sur la démarche du gouvernement. 72 heures après les pluies diluviennes sur la capitale, où va l'État congolais, se pose justement la question. Ces tabloïds, comme pour dire qu'on connaît l'issue de toutes ces décisions prises sous le coup de l'émotion. On pouvait plutôt que de compter les morts, on pouvait les éviter après les prévisions de la météo qui rappellent pour ce faire que d'autres averses sont annoncées pour le mois d'avril. Selon les tabloïds en ligne Wise.cd, des camions citernes d'eau ont été déjà déployés pour approvisionner les populations en détresse à la suite de cette catastrophe. Nathan Diamouete, deuxième sujet dernier. Dans les médias, Ricky Nzunziloya dénonce et interpelle les journalistes sur l'argent du sang. Effectivement, héritier Ntomboa, Ricky Nzuzi, spécialiste en questions économiques, financières et monétaires, dénonce à travers le journal La Prospérité qu'hormis les minéraux des sangs dans l'est du pays, qui est bien connu, de groupes armés financent leurs atrocités en exploitant illégalement les ressources naturelles. Mais un autre fléau moins visible qui gangrène l'espace médiatique, baptisé l'argent du sang. Ces termes désignent le somme d'argent que certains journalistes reçoivent pour blanchir les crimes des élites politiques et militaires, pour manipuler l'opinion et enterrer la vérité. Et pourtant, les journalistes intègres continuent de se battre pour la vérité et souvent au péril de leur vie. On croit Ricky Nzuzi, qui est aussi journaliste et expert en communication, cité par notre média en ligne Manda News RDC.net. Ces journalistes ne sont pas différents des trafiquants des minéraux qui financent la guerre par leurs plumes. Ils deviennent complices du chaos qui ravage la République démocratique du Congo. Pour conclure, Ricky Nzuzi a rappelé dans cette tribune que l'histoire jugera sévèrement ces mercenaires de l'information qui, pour quelques liasses, ont contribué à l'effondrement de leur nation qui est la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. En tout cas, belle interpellation pour lutter contre les anti-valeurs. Nathan Diamouete, c'est par ici que s'achève complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, ne nous quittez pas, restez avec nous mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.